Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui traitera de les démarches, les fonctions et les supports d'évaluation, c'est-à-dire les critères des supports d'évaluation. Notons d'abord que chaque évaluation d'apprentissage doit suivre un processus bien déterminé qui va de la planification, l'interprétation et au jugement. La planification, c'est la préparation et la passation de l'évaluation, la collecte de données et la mesure. Bien sûr, la correction et l'analyse, c'est l'interprétation, et la décision et la communication. En ligne, on peut regrouper certaines étapes de l'évaluation. On reviendra sur ça par la suite. Bien sûr, lorsqu'on parle de fonctions et des démarches d'évaluation, donc on fait référence à certains concepts qu'on va définir tout à l'heure. Donc, on va par exemple l'évaluation diagnostique en fonction. C'est-à-dire l'évaluation diagnostique, c'est une évaluation qui permet d'évaluer les acquis des apprenants. L'évaluation pronostique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le futur et qui permet d'évaluer les prérequis cette fois-ci des apprenants. L'évaluation formative, c'est-à-dire qui s'inscrit dans tout processus apprentissage et qui permet de régulariser l'apprentissage, c'est important. L'évaluation certificative qui permet de donner un certificat, un diplôme à un apprenant. L'évaluation descriptive, la démarche descriptive de l'évaluation, c'est-à-dire c'est une démarche où on ne trouve pas de nom, mais on ne trouve que des descripteurs ou bien des indicateurs. La démarche, bien sûr, sommative, c'est la démarche où on trouve des chiffres d'évaluation. La démarche interprétative, c'est-à-dire on va interpréter un comportement. La démarche interprétative, on l'utilise aussi beaucoup dans tout ce qui est l'évaluation professionnelle, c'est-à-dire dans les concours de recrutement et les entretiens d'embauche. Bien sûr, l'évaluation régularisatrice, c'est-à-dire qui permet de régulariser l'enseignement à apprentissage. Alors, pour créer une activité d'évaluation, il faut prendre en considération certains éléments. Jorot, en 2009, il cite toute activité d'évaluation doit prendre en considération 4 grands éléments. D'abord, la culture de l'évaluation dans l'institution, d'accord? Et dans la culture, c'est-à-dire l'évaluation en ligne a une culture tout à fait différente de l'évaluation en présentiel et aussi de l'évaluation institutionnelle. Chaque institution crée une culture propre à l'évaluation. Bien sûr, deuxième élément, c'est la posture de l'évaluateur. Donc, quelle posture va prendre l'évaluateur par rapport à cette évaluation? Est-ce qu'il va prendre un écart par rapport à l'évaluation? Est-ce qu'il va s'impliquer un élément qui va s'intégrer dans l'acte de l'évaluation? Bien sûr, troisième élément, c'est le geste évaluatif lui-même, c'est-à-dire, et la compétence évaluative, c'est-à-dire quelles sont les ressources mobilisées pour créer l'activité d'évaluation. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'évaluation en ligne, il faut s'intéresser, on a dit que dans la vidéo précédente, c'est dans la démarche APC, dans l'évaluation en ligne et dans le modèle par objectif qui est utilisé dans toute évaluation en ligne, il faut s'interroger sur l'objet même d'évaluation entre le référent et le référé. Autrement dit, lors d'une tâche, on va parler soit de l'évaluation de connaissances, qu'on peut le faire en ligne bien sûr, ce qui se rapporte à des notions fondamentales, utiles, en cohérence, soit verticales. Il faut choisir des verbes d'action adéquat. Et là, je vous fais référence à la taxinomie de Bloom pour bien choisir quel degré on vise de cette évaluation des connaissances. Et bien sûr, choisir la forme du questionnement, qu'il soit des définitions, des questions ouvertes, des questions à choix déterminés ou bien des questions à choix multiples ou bien un schéma à annoter, etc. Ce sont toutes les activités, bien sûr en ligne, dans la plateforme en ligne, on peut les trouver. Parfois, dans l'évaluation, on est dans une tâche complexe et non pas une tâche simple, c'est-à-dire on ne va pas évaluer les connaissances, mais plutôt on va évaluer l'acte qui sera des performances. C'est-à-dire on va essayer d'analyser des documents,
graduer les difficultés d'un document et le niveau d'exigence d'un questionnement. C'est-à-dire, dans la taxinomie de Bloom, on n'est plus dans comprendre, dans mémoriser, dans expliquer, mais on est plutôt dans analyser, d'accord? À dissocier des connaissances fournies avec des capacités à et évaluer, et bien sûr réfléchir à ce qui peut être évalué en formatif et construire le sommatif, c'est-à-dire qui sera dans le certificatif, bien sûr en cohérence avec toute une progression d'apprentissage, donc entre une évaluation pronostique et une évaluation sommative de la fin, c'est-à-dire vérification des prérequis, construire des compétences et arriver à des performances à évaluer à la fin. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'évaluation, il faut citer 3 critères essentiels qui définissent toute situation d'évaluation. D'abord, la situation d'évaluation doit cibler les compétences attendues. Dans toute évaluation en ligne, par rapport à notre référentiel de compétences, par rapport à nos objectifs d'apprentissage qui sont déclinés dès le début dans le contrat didactique avec les apprenants, il faut que l'évaluation cible toutes ces compétences. C'est-à-dire que l'évaluation, par rapport à sa fonction, qu'il soit une fonction pronostique, ou bien qu'il soit une fonction formative, ou bien qu'il soit une fonction sommative, donc il faut que l'évaluation cible les compétences attendues. La situation d'évaluation aussi doit permettre à l'évalué d'agir seul. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, il doit agir seul, mais c'est-à-dire que sa tâche, même dans un travail collaboratif, sa tâche doit être bien déterminée. Et là, l'acte d'apprentissage, ça sera bien sûr évaluer un comportement, évaluer une traçabilité dans une plateforme. Bien sûr, il doit faire preuve de l'autonomie, la situation doit prévoir des aides en fonction du degré de l'évaluation et bien sûr la situation d'évaluation suppose que l'apprenant n'a pas besoin de guidage tout au long de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va donner à l'apprenant une certaine autonomie et tous les outils nécessaires pour qu'il puisse réaliser son activité d'évaluation. Troisième critère que je trouve aussi intéressant, la situation doit supposer la prise en compte explicitement de la dimension temporelle. C'est-à-dire que voilà aujourd'hui chaque évaluation par rapport à un temps bien précis. Et cette adéquation entre l'activité d'évaluation et le temps, on l'oublie souvent. Et c'est-à-dire qu'il faut toujours paramétrer une activité d'évaluation. Et la performance est là, lorsqu'on va revenir dans la notion, dans le modèle qu'on a déjà entre le modèle ICP, c'est-à-dire le construit, l'induit et la production. Là, c'est-à-dire c'est les stratégies de l'apprenant sont nécessaires pour qu'il puisse réaliser une évaluation dans un temps adéquat. Et là, donc, récapitulons, donc, 3 critères essentiels. Donc, c'est qu'elle doit viser ou bien la totalité des activités d'apprentissage. Elle doit permettre à l'apprenant, à l'évaluer, d'agir en autonomie tout en donnant tous les outils nécessaires pour qu'il puisse agir en autonomie, même dans un travail collaboratif, et bien sûr la dimension temporelle. Ajoutons à ça que la situation d'évaluation touche 2 niveaux. Même en ligne, lorsqu'on veut évaluer, on évalue comme objet d'évaluation 2 niveaux. Soit la réitération, soit le transfert. La réitération, c'est-à-dire que l'apprenant sera capable de refaire ce qu'il a fait. On est dans la réitération, c'est-à-dire réaliser une activité qu'il a déjà faite avec une dimension de changement, avec un paramètre de changement. C'est le premier niveau de maîtrise d'une compétence visée, c'est-à-dire je vais donner les mêmes ressources pour qu'il puisse réaliser la même
activité avec une seule variante ou bien deux variantes. Ça, c'est très intéressant pour donner ce qu'on appelle dans la psychologie, la psychopédagogie, c'est-à-dire l'assurance à l'apprenant pour qu'il puisse continuer dans l'acte de l'enseignement-apprentissage. Le deuxième volet, c'est le volet du transfert. Donc, le volet du transfert, c'est-à-dire qu'on est ici dans une tâche complexe, c'est-à-dire que l'apprenant ici doit réaliser une activité qu'il n'a jamais connue et que cette activité doit nécessiter des ressources antérieures qu'il a déjà acquises ou bien des ressources extérieures par rapport à la situation d'enseignement apprenti, d'évaluation qu'on visait. C'est-à-dire qu'on va lui donner aussi dans la plateforme d'autres ressources pour l'aider à réaliser cette activité d'évaluation. Donc, ça suppose une maîtrise dans des situations inédites et un E degré, c'est-à-dire on est ici dans la taxonomie de Bloom, dans la synthèse, dans l'évaluation et dans la création. Bien sûr, l'évaluation n'est pas extérieure, bien sûr, à l'apprentissage, elle est en relation étroite avec tout acte d'apprentissage et elle n'intervient pas seulement après l'apprentissage, mais aussi avant, pendant et à la fin d'un acte d'apprentissage. D'abord, elle permet, donc lorsque l'activité permet de déterminer, d'identifier le projet par rapport à l'objectif visé, on est dans l'évaluation formative. Lorsqu'il construit et contrôle les dispositifs mis en œuvre pour favoriser l'activité d'évaluation, l'activité aussi de l'apprenant, on est ici dans l'évaluation sommative. Lorsqu'il formule des hypothèses sur le fonctionnement mental de l'enfant ou bien il donne des objectifs d'apprentissage, on est dans l'évaluation pronostic, c'est-à-dire au début pour vérifier les prérequis. Ceci dit que l'évaluation, surtout l'évaluation formative et formatrice, la différence entre les deux, donc l'évaluation formative, c'est une formatrice, c'est une auto-évaluation. Elle permet à l'apprenant d'avoir une métacognition par rapport à son processus d'enseignement, d'apprentissage et par rapport à son évaluation, tout en adoptant une démarche descriptive. On n'est pas ici dans la notation, c'est-à-dire dans le jugement notation, mais on est dans la description, ce qu'il est capable de réaliser et ce qu'il lui reste à réaliser et quelles sont les ressources acquises et quelles sont les ressources qui lui restent pour atteindre une compétence bien précise. Bien sûr, l'évaluation formative, c'est l'évaluation qui a une fonction régulatrice. Régulatrice et pour l'apprenant et pour l'enseignant.